Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. De mon côté, ça va plutôt moyen pour deux raisons, je vous le dis franchement. La première, c'est que c'est la dernière fois que je me filme ici. Je vais bientôt déménager, je vais quitter cet endroit et ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur, j'ai démarré ici, j'ai commencé mes premières vidéos dans cet endroit, dans cette pièce. Oui, je sais, le setup n'est pas incroyable, il fait très pauvre, très cheap, très simple, mais ça me correspond bien. Rassurez-vous, le prochain setup sera un peu plus... ce sera amélioré, hein, j'ajouterai un peu de la déco sympa, je rendrai la chose professionnelle, même si la chaîne va s'orienter davantage vers, on va dire, des vidéos avec plus de montage, des vidéos plus construites, où je ferai davantage de rétrospectives, d'analyses, des vidéos avec du montage, des analyses de personnages, de films, de séries, de jeux vidéo. Je vais tâcher de produire des vidéos vraiment plus travaillées, plus conséquentes, et les critiques, les réactions, ce sera davantage pour le format TikTok. Là, j'ai plus envie de me focus sur des longs formats. Je voudrais vous faire rêver, voyager, vous faire ressentir des émotions, et dans le futur, j'aimerais m'orienter vers un style de vidéo plus orienté humour et horreur. J'aimerais bien mixer les deux, faire des vidéos drôles, même si ça c'est très dur, et surtout j'aimerais faire des vidéos du storytelling, sur des trucs qui foutent la trouille, qui font peur, etc. Mais je resterai toujours dans le style, hein. Je ferai des critiques régulières, de temps en temps j'en sortirai, je ferai des analyses, enfin je ferai comme j'ai toujours fait, mais je rajouterai davantage, enfin je produirai davantage de vidéos travaillées. Bref, en tout cas, pour revenir à l'endroit que je vais quitter, ça m'emmerde, ça me touche, parce que je suis attaché aux endroits où j'habite, aux habitudes, tout ça, et je veux dire, voilà, j'ai fait partie de cet endroit, j'ai fait partie de cette pièce, de cet environnement, je faisais presque partie de ces murs, et ça me fait bizarre de savoir que dans quelques jours, je vais décrocher ces posters, je vais retirer ces bouquins pour aller ailleurs, et voilà, ça fait bizarre. Bon, c'est la première raison pour laquelle je me sens moyen, et la deuxième raison pour laquelle je me sens moyen, voire même plutôt la deuxième raison pour laquelle je me sens mal, eh bien c'est parce que j'ai regardé The Killer de John Woo. John Woo, on ne sait pas quel lubi lui a pris, il a voulu réaliser son propre remake, enfin le remake d'un de ses plus grands films, The Killer, sorti en 89, avec Chung Yong-fat, excusez-moi. Il voulait réaliser un remake de The Killer, mais version féminine. Ok, pourquoi pas, c'est très original. En tout cas, John Woo, j'ai toujours confiance dans le bonhomme, parce que, pour rappel, il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an, il a sorti Silent Night, qui est vraiment pas mal, qui est bien travaillé, qui est bourré d'idées, bourré d'énergie. Et quelque part, j'avais un petit espoir quand j'ai entendu la nouvelle, comme quoi il allait réaliser un remake de The Killer. Et puis j'ai vu l'affiche. Et puis j'ai vu la bande-annonce. Et naturellement, j'ai vu le film. Et le film était à la hauteur de la bande-annonce, qui était elle-même à hauteur de l'affiche, qui suintait la catastrophe, tout simplement. Ça transpirait le malaise, le côté cheap, le côté fauché, le côté téléfilm. Et c'est une catastrophe. Ce film est une pure catastrophe, une pure perte de temps, une épreuve, et je pense que ce film va faire beaucoup de mal aux fans de John Woo, les fans ceux qui ont grandi avec les films de John Woo des années 80, 90. Et alors, en soi, John Woo a eu un déclin dans sa carrière dans les années 2000, notamment quand il arrive aux États-Unis, quand il a tourné Mission Impossible 2, tout ça. Alors après, je sais, il avait déjà tourné avant Volte-Face et Broken Arrow, fin des années 90, mais on sent bien qu'il s'est passé un truc, il y a eu comme une cassure dans les années 2000, notamment via Mission Impossible 2, qui était très nanardesque, et je ne parle même pas de la suite, Wind Talkers, un film qui n'était pas mauvais, surtout en director's cut, mais on est quand même très loin de ce qu'il nous avait proposé dans les années 80 et 90. Alors je sais, après on peut se pencher sur l'origine, du pourquoi, du comment John Woo s'est barré aux États-Unis alors qu'il était très bien à Hong Kong. Alors Karim Debache en avait très bien parlé dans une de ses vidéos où il expliquait que le gros des metteurs en scène hongkongais sont cassés de Hong Kong quand c'est passé sous régime chinois, je crois, dans les années 90, en 96, il me semble. Donc tous les mecs un peu talentueux sont cassés pour pas se retrouver sous la tutelle du régime chinois. Bon, excusez-moi, je suis pas un expert en histoire, hein. Ils ont pris leur indépendance, je sais plus, enfin, il y a eu une histoire d'indépendance en 96, 97, bon, j'ai plus ou moins oublié, parce que l'histoire, bon voilà, c'est pas un truc qui me fascine tant que ça, mais quoi qu'il en soit, John Woo s'est cassé aux États-Unis, et on s'aperçoit que, il était un petit peu, on va dire, il était un petit peu oppressé par les studios. On lui a bien fait comprendre qu'il pouvait pas faire complètement ce qu'il voulait, parce que le public occidental n'est pas le même que le public asiatique. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans du cinéma asiatique, mais les gars, comprenez que vous n'êtes pas majoritaire. La plupart des gens qui kiffent le cinéma coréen, chinois, japonais, tout ce que vous voulez, et j'en fais partie, j'adore le cinéma coréen, pour autant, nous ne sommes pas la majorité. Et le gros des films asiatiques qui cartonnent en France, ce sont des films qui ont été occidentalisés à mort. Par exemple, Parasite,
Il est génialissime, c'est un film coréen, bien coréen, tout ce que vous voulez, avec un casting coréen, des problématiques coréennes, tout ça, mais on sent bien que le film a été un petit peu occidentalisé, notamment au niveau du rapport entre les personnages, mais bref, ça c'est encore autre chose. En tout cas, le The Killer de John Woo, bon là on va rentrer dans le vif, bah, c'est une catastrophe à la hauteur de ce qui était montré dans la bande-annonce, à savoir quelque chose qui sonne cheap, qui sonne pauvre, qui sonne téléfilm, quelque chose qui sonne un petit peu série de TF1, vous savez, En fait, ce film, il est utile pour une seule raison. The Killer, c'est exactement le genre de film qu'il ne faut pas faire, car vraiment, il n'y a rien à retenir. Et ce qui est d'autant plus flagrant, c'est quand on compare The Killer, de 2024, avec Silent Night, donc de John Woo, qui est sorti l'année dernière, en 2023. Vous prenez ces deux films, c'est le jour et la nuit, et c'est incomparable, parce que on a l'impression que dans The Killer, John Woo s'auto-parodie. Alors je sais pas avec quelle équipe il a bossé pour The Killer, je serais pas étonné qu'il ait bossé avec une équipe française parce que le film fait très français dans sa mise en scène, c'est-à-dire très simple. Vraiment, il va falloir qu'on le dise pour de bon. Le cinéma français n'a plus rien à apporter, n'a pas d'idée, repose sur ses acquis, des acquis qui datent des années 60, parce que vraiment, dans la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est filmé, c'est que des plans plus ou moins, parce que ça se déroule dans Paris évidemment, donc très original, parce que Paris c'est la France quoi, et donc tous les lieux qui sont montrés dans Paris, c'est des lieux emblématiques. On va vous montrer la Tour Eiffel, on va vous montrer des passages, voilà, des églises à l'ancienne, etc. Tout est fait pour vous montrer que vous êtes à Paris, quoi. On vous balance du patrimoine à la gueule constamment. On va prendre par exemple le film de Christopher Nolan, Inception. Le film se déroule à Paris. Pourtant, j'ai pas le souvenir d'avoir vu la Tour Eiffel, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des monuments vraiment iconiques. On voit des bâtiments haussmanniens, et c'est tout, on sait qu'on est à Paris. Et ça, c'était le point fort de Christopher Nolan. Pour une fois, tiens, que je dis du bien de lui, Christopher Nolan avait très bien, pas magnifié, mais très bien montré Paris, sans clichés, sans chichi, sans prétention. On te montre pas des buildings de zinzin pour te montrer à quel point c'est la capitale, à quel point c'est incroyable, à quel point c'est beau architecturalement, tout ça. Ça te balance pas du patrimoine à la gueule, ça reste sobre et ça marchait très bien. Or là, on sent bien que moi j'ai le sentiment que c'est une équipe européenne qui a travaillé dessus, enfin une équipe française. Parce que dans Silent Night, on sent le film américain. Au niveau de la maîtrise, je parle même pas en termes de décorum, en termes de bagnole, en termes d'infrastructure, en termes de flingues, non. Je parle vraiment en termes de gestion de caméra. Il y a de l'inventivité, c'est nerveux, ça ressemble aux films d'action des années 2000-2010. C'est resté dans le même mood, mais c'est pour moi la perfection ultime, parce que c'est immersif, c'est réaliste, c'est, on est dedans. Il n'y a aucune musique d'ailleurs dans les scènes de combat, enfin il y a pas mal de scènes de combat, scènes de baston où il n'y a pas de musique, où tout repose sur les coups, les chocs, le bruit du couteau qui glisse sur le sol, le bruit du métal, des corps qui se fritent sur le bitume. Il y a, le sound design fait la musique. Or là, tout est prétexte pour mettre une musique, tout est prétexte pour... ah oui, autre truc qu'il faut noter dans ce The Killer comparé à Silent Night, c'est la caméra. Dans The Killer, on a l'impression qu'il n'y a aucun plan qui est tourné caméra à l'épaule, on a l'impression que tout est posé sur rail, tout est posé sur des... Enfin, il n'y a aucune authenticité, tout sonne très froid, très géométrique, et dans le gros du cinéma français, c'est ça, c'est qu'en gros, ils prennent un petit peu le cinéma comme quelque chose Enfin, on sent qu'il y a une feuille de route, quoi. Alors que dans les films américains, en général, il y a beaucoup de caméras à l'épaule, il y a des... Comment ça s'appelle ? On sent que le mec est en plein dans l'action. Il tient la caméra, il est au plus proche des acteurs, au plus proche de l'action. On a l'impression de faire partie de la scène. Or là, on a l'impression de voir un simple clip. Parce que oui, ça ressemble... C'est un mix, en fait, The Killer, c'est un mix entre un téléfilm, un épisode de série française et un clip vidéo. C'est la même chose. De temps en temps, on a droit à quelques inventivités, comme les écrans qui... le screen, là, qui se comment on dit, pas se superpose, je sais pas quoi, mais en gros, il y a un passage qui vient sur la gauche, un autre qui vient sur la droite, tout ça. Mais c'est à peu près la seule originalité, et le seul truc qui nous rappelle qu'on est dans un film de John Woo, c'est les pigeons. John Woo a une espèce de fascination pour les volatiles, les pigeons, tout ça, et on a toujours des scènes avec des pigeons qui s'envolent, etc. Bon, ces conneries, je pensais que c'était dépassé depuis des décennies, mais visiblement, ils continuent dans ce délire-là. Et il y a des scènes où on voit des pigeons qui s'envolent, tout ça, et c'est... Bon, voilà, c'est... John Woo's touch, et il n'y a rien à sauver, vraiment. Ce film, si je devais me lancer dans le cinéma, je regarderais The Killer en boucle pour voir exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que j'ai retenu, c'est la façon dont la caméra est posée, c'est très conventionnel, très professionnel, mais dans le mauvais sens du terme. Vous savez, il n'y a pas ce côté immersif, ce côté, on va dire... je cherche mon vocabulaire, excusez-moi, c'est jamais évident comme ça face caméra. On ne ressent pas la même authenticité que celle qu'on ressentait devant Silent Night ou encore le The Killer d'origine. Et on sent bien que c'est un produit de commande. Je me demande si vraiment on n'avait pas mis un flingue sur la tempe à John Woo pour le forcer à faire ce film.
tous les acteurs là-dedans font peine à voir, on sent qu'ils sont pas à leur place, même Omar Sy qui est un acteur médiocre, même là on sent bien qu'il est de trop, quoi. Il essaye un petit peu, on sent qu'il essaye un peu de passer du bon temps, mais au fond de lui, il doit se demander mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et c'est terrible. Et ça me fait de la peine pour lui parce qu'il s'est fait éjecter d'Hollywood. J'avais déjà fait une vidéo pour parler de lui une fois. C'est pour ça, les gars, arrêtez de lui reprocher le fait qu'il soit cassé à Los Angeles. Il s'est barré de Los Angeles, il a pas eu le choix parce qu'il trouvait pas de boulot. Aux États-Unis, ça rigole pas. Si vous vous foirez dans 2-3 films, vous êtes finito. Et Omar Sy a beau avoir tourné dans Intouchable, avoir tourné dans des X-Men, des machins, il a jamais eu, je veux dire, des rôles. Il a jamais eu un rôle principal aux États-Unis. Et je parle d'un rôle vraiment marquant. Et là-bas, faut que ça engrange du cash, quand on n'est pas en France, il n'y a pas le CNC, quoi. Donc ce qui fait que quand vous tournez dans un film, il faut que ça rapporte du pognon, il faut que ça fasse des entrées. Et excusez-moi, Omar Sy, on va le comparer avec des acteurs afro-américains, est-ce que franchement, vous le verriez à la même table qu'un Washington ou un Whitaker? Surtout Whitaker. Whitaker pour moi surclasse Washington de très loin, parce que Whitaker peut vraiment tout jouer, même dans des tout petits rôles, comme par exemple des rôles de flic, de second, de je sais pas quoi, de sergent, d'agent de la CIA, machin, il est toujours génial, il crève l'écran. Et bref, je vois en rien Omar Sy rivaliser avec ces mecs. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas la même école, c'est pas la même façon d'appréhender le métier. Là-bas, tout repose réellement sur le talent, pas sur le pistonnage. Évidemment, il y a du pistonnage comme partout, mais c'est le talent qui prévaut avant tout. Et imaginez un petit peu Omar Sy débarquer une soirée à Hollywood, il y a autour de lui que des mecs qui pèsent dans le game, que des gars qui ont reçu des Oscars, qui sont vraiment talentueux. Compliqué pour lui, quoi. Puis je ne parle même pas de l'accent, hein, et je ne critique pas parce que tous les Français ont un accent. D'ailleurs, c'est un reproche qui est insupportable quand on m'entend parler anglais. When I talk in English or something like that, à chaque fois, il y a toujours des petits malins dans les commentaires et ça prouve vraiment la mentalité assez toxique de certains Français. Vraiment, ça prouve qu'on a été éduqués vraiment avec un mindset catastrophique. C'est on ressent ton accent. Alors déjà, cher ami, toi qui critiques l'accent de tes contemporains, enfin les Français qui parlent anglais, sache que toi aussi tu as un accent. Il y a de très fortes chances pour que toi aussi tu aies un accent marqué, y compris pour parce que j'ai vu j'ai côtoyé pas mal de Français qui ont vécu à l'étranger, ils ont un accent. Et les mecs, ils sont en Australie, aux États-Unis depuis 15-20 ans, et les gars, on ressent bien qu'ils ont toujours leur petite note latine. Et c'est normal. Tout comme les Espagnols, les Italiens, quand ils se cassent aux États-Unis, en Australie, ils ont toujours leur accent. Mais nous, en France, on rigole, on se moque de ceux qui ont l'outrecuidance de ne pas avoir un anglais parfait, un américain parfait. Et donc, bref. En tout cas, moi, ça me choque pas en soi qu'il ait cet accent, Omar Sy. Mais ça se ressent, et ça peut pas faire l'affaire dans des films américains où l'accent, le timbre de voix est primordial. Je regardais l'autre jour, j'ai revu Hostile avec Christian Bale, mais le timbre de voix de Bale est juste hallucinant. Il a un timbre de voix qui est particulier, il change systématiquement de timbre dans chacun de ses films, il sait alterner parfaitement au niveau au niveau vocal, les mecs ont un vrai talent. Omar Sy, je le vois pas là-dedans, quoi. C'est à part faire le rigolo, sourire, incarner le cliché du noir sympathique, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, quoi. Et c'est pour ça qu'il est revenu en France. Enfin, il est revenu en France parce que il tournait pas aux États-Unis, puis là-bas, si vous engrangez pas de pognon, vous dégagez. Donc, à mon avis, il devait galérer pour refinancer sa villa, tout ça. Donc, il l'a vendu, et puis il est revenu ici, en France, et il continuera à tourner dans des productions. Voilà, je m'inquiète pas pour lui en France. Hein. La France raciste, méchante, etc. Vous inquiétez pas, quand on est une star, quand on est une vedette, la France elle est géniale, hein, parce qu'elle vous ouvre toutes les portes, y a pas de souci, hein, que votre film soit un bide ou non, vous pourrez être sûr de toujours trouver du taf, quoi. Alors que, vraiment, partez du principe qu'aux États-Unis, dans tous les autres pays, quand vous tournez dans un film et que vous vous plantez, vous dégagez. Vous avez intérêt à bosser 10 fois plus dur pour vous réimplanter dans le milieu, dans le sérail, si vous voulez pas dégager. Et pour moi, c'est une très bonne chose, je pourrais d'ailleurs en parler dans une autre vidéo, c'est que pour moi, le cinéma, ça incarne parfaitement le principe de sélection naturelle, c'est que le meilleur gagne. C'est un milieu qui, pour moi, doit être réservé uniquement aux plus talentueux, aux plus forts, aux plus intelligents, aux plus talentueux, quoi. Et le talentueux, c'est en lien avec quelque chose qui manque énormément chez nous en France, qui manque énormément dans le milieu du cinéma, c'est quelque chose qui est en rapport avec le travail. Et or, les acteurs français, il n'y en a aucun qui peut rivaliser avec ce que l'on fait en Espagne, en Angleterre, en Corée, au Moyen-Orient, aux États-Unis. On n'a aucun acteur qui peut réellement percer à l'international. Et me sortez pas des exemples, parce que souvent dans les commentaires c'est ça, quoi. Vraiment c'est les chipoteurs de l'extrême. Ça aussi c'est un truc très français. Une fois j'avais parlé justement de ça, j'avais abordé ce sujet. En mode les acteurs français, il n'y en a aucun qui s'implante durablement aux États-Unis. Et quand je dis ça, il y en a qui prennent ça au pied de la lettre. Évidemment qu'il y a des Français qui arrivent à s'implanter durablement. Ils sont très peu, ils sont rarissimes. Il n'y en a que deux qui me viennent en tête, c'est Alexandre Aja et Saïd Tagmaoui. C'est les seuls qui sont implantés durablement. Mais c'est personne, ils sont que deux.
allez, on peut peut-être en rajouter 3-4 à la marge, mais c'est rien à échelle de tout ce qu'on produit, ce n'est absolument rien. Et dans les commentaires, il y en a toujours un pour venir avec ces grands sabots pour me dire « Oui, mais tu sais qu'en 1933, Jean Deleuze a réussi à s'implanter et est resté pendant plus de 15 ans dans l'industrie oubliée. » Non mais parlons de maintenant, parlons d'aujourd'hui et surtout soyons réalistes, quoi. Et aujourd'hui, on n'a aucun acteur français qui est capable de s'implanter là où c'est bien, là où ça réussit, là où ça marche, là où il y a la win, et ça veut tout dire. Bref, revenons donc à The Killer, excusez-moi pour la digression. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a affaire à un film d'action pénible à supporter, pénible à regarder. Tous les acteurs ici semblent pas être à leur place, on ressent bien qu'ils font ça pour le chèque et parce qu'ils ne tournent dans rien d'autre. Parce qu'au casting, vous aurez Eric Cantona, bon, j'ai du respect pour lui, mais bon voilà, Eric Cantona, c'est pas non plus... On a Sam Warrington, parce que Sam Warrington, le truc, ce que je vois chez lui, c'est que c'est un acteur qui n'a percé que dans Avatar. Alors là, pour le coup, je m'inquiète pas pour lui, parce qu'il doit tourner, je sais pas, Avatar 15 dans les 50 années qui viennent, donc il sera toujours là, quand il va tourner dans je sais pas combien d'Avatar dans l'avenir. Mais ce n'est pas un acteur qui est suffisamment bon pour avoir accès à des films de haut standing, parce que pour tourner là-dedans, parce que vraiment, il y a le haut standing, et il y a celui-là, quoi. Est-ce que vous imaginez Brad Pitt tourner dans un truc pareil, dans une production Peacock, qui est conjointement, enfin c'est une production mi-Peacock, mi-Universal, Universal a produit le truc, mais Peacock est relié, et quand Peacock relaye quelque chose, c'est vraiment que vous... C'est un peu quelque part l'équivalent à France 3, mais version anglo-saxon, quoi. Donc Sam Warrington, de toute façon, vous regardez sa filmographie, le gros des films dans lesquels il tourne, ils sont vraiment très moyens. C'est uniquement un acteur un petit peu qu'on prend en second rôle. On l'a vu dans Horizon, tiens, l'échec Horizon. On l'a vu dans ce film-là que j'ai vu sur Prime. C'est peut-être un des films post-apocalyptiques les plus woke que j'ai jamais vu. Dans ce film, le mal incarné, c'est les Blancs. C'est un film Black Lives Matter, quoi, je déconne même pas, quoi. Mais pourtant, il est intéressant. Concernant le reste... La filmographie de Warrington, on voit très bien ce que c'est, quoi. C'est des seconds rôles, hein. Et il a toujours le même rôle, toujours le même type, toujours la même gueule, toujours les mêmes cheveux, enfin bref. Et pourtant, j'ai de l'affection pour lui, mais en termes d'acting, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, non, c'est juste que il est lui-même. Dans le casting également de The Killer, on trouve Tchéky Karyo, le trop rare Tchéky Karyo, un de nos meilleurs acteurs, qui a été foutu au placard à balai dans notre bon cinéma français, hein, qui sait récompenser à sa juste valeur les bons acteurs, et Tchéky Karyo fait partie des rares bons acteurs qu'on avait. Un des rares d'ailleurs qui a été à Hollywood, hein. Notamment il a tourné dans The Patriot de Roland Emmerich. Il jouait bien sûr l'excellentissime, peut-être le meilleur méchant qu'on ait jamais eu, Christini dans Doberman, l'excellentissime Doberman. Bref, Tchéky Karyo, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et ce mec-là, on le voit dedans, il a un tout petit rôle et à un moment il dit « Sacrebleu ». On insiste bien sur le cliché du français qui parle vraiment comme au XIVe siècle, c'est vraiment insupportable. Et voilà, j'ai pas aimé The Killer, personne ne va aimer The Killer parce qu'il n'y a rien à aimer, ça se prend trop au sérieux, vraiment ça se prend au sérieux, quoi. Tous les personnages tirent des gueules pas possible, il y a que Omar Sy qui rigole un peu, qui fait des petites vannes, sympa, mais bon pareil, on sent bien qu'ils se forcent, mais tous les personnages ils tirent une sale tronche, ils sont pas contents, ils sont sérieux, torturés de l'intérieur, ils sont morts des terres, quoi. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que on a affaire à un Paris qui est super propre. On n'a pas affaire au Paris, vous savez, dégueulasse, comme dans Taken, le premier Taken qui est très bon, ou un truc un peu sordide comme on avait dans l'excellentissime Still Waters, qui est un peu, quelque part, une sorte de Taken réaliste, film que je conseillerais jamais assez. Et voilà, quoi, on a affaire à un Paris hyper clean, il n'y a pas un déchet qui traîne, enfin c'est un Paris qui est propre, donc un Paris complètement irréaliste, à part en période de Jeux Olympiques. Et c'est très chiant, la musique est insupportable parce qu'elle est constamment là, pour vous rappeler qu'il y a des scènes d'action, des scènes d'émotion, etc. Les personnages n'ont pas d'âme, aucun intérêt, tous les acteurs sont amateurs, personne sait jouer, on ressent bien qu'on est en France d'ailleurs pour le coup, parce que tous les seconds rôles, tous les figurants sont français, ça se voit, ça se ressent, c'est à peu près du même niveau d'acting que dans la série d'Harry Dixon, quoi. On prend des figurants, ils sont là pour montrer qu'ils sont français et c'est tout, quoi. C'est vraiment très lourd à supporter, et la seule raison pour laquelle ce film est intéressant, au moins intéressant sur un plan, c'est qu'il montre exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait mal pour John Woo, c'est terrible que lui en soit arrivé là, je sais pas pourquoi il l'a fait, c'est pour du pognon, pour des questions de dette, je sais pas, pour un nouveau jacuzzi à payer à sa femme, j'en sais rien, pour se payer un traitement, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça fait peine à voir de le voir là-dedans, il méritait largement mieux, et ce qui est d'autant plus fou, c'est de savoir qu'il a tourné Silent Night juste avant, et le truc encore plus fou, c'est de savoir qu'il a tourné Silent Night juste avant, qui est quand même à des années-lumière de ce qu'on a vu avec ce The Killer, qui n'est qu'un un remake cheap, Eco Plus, version Wish de son The Killer de 89. C'est incomparable, les deux sont incomparables, et à la rigueur, si ce film devrait servir à quelque chose, d'ailleurs c'est un peu comme pour The Crow, le dernier, c'est que ces films-là, ils existent pour deux raisons, vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, et vous pousser à découvrir ou redécouvrir les œuvres d'origine.
Je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à checker les autres vidéos. Pour les nouveaux qui débarquent, je fais des critiques, des rétrospectives et l'avenir de la chaîne sera plus branché rétrospective et grosses vidéos. Ça devrait vous plaire si vous kiffez les jeux vidéo, le cinéma, les séries télé, tout ça, tout ça. Merci infiniment à ceux et celles qui me suivent depuis mes débuts. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là. C'est pas fini, hein, je vais continuer, hein, je ne lâche rien, je ne lâche pas l'affaire, mais c'est la dernière vidéo où vous me voyez ici, maintenant, dans cet endroit, avec ce mur, ces posters et ces ouvrages. Voilà, c'est la dernière fois. Je vous embrasse, merci infiniment.